Bien, bonjour à tous. Donc, on va en 20 minutes, on va essayer de faire l'étude linéaire, donc numéro 9, celle que vous avez du coup faite en DS en commentaire composé. Je reprends très rapidement, j'essaie d'aller vite pour que vous n'ayez pas un temps de travail qui soit trop important et pour que vous ayez des informations elles aussi importantes sur ce texte sans avoir à le reprendre en autonomie. Pour l'introduction, comme d'habitude, je ne dis pas grand-chose, je vous renvoie à votre correction de DS qui est en ligne sur le NT, donc vous allez la chercher. Je vous ai mis différentes choses ici. Donc la présentation rapide de l'auteur, ça c'est vous qui la faites à partir de c'est ce qu'on appelle l'amorce en fait, hein. Vous la faites à partir de vos connaissances et puis de ce que vous savez sur le texte. Vous pouvez aussi commencer par un rappel sur les lumières. Vous avez un cours dans la séquence 2 là qui porte là-dessus. Et vous savez que les lumières critiquent en partie l'esclavagisme, donc vous pouvez rattacher le texte avec le mouvement littéraire et philosophique. Pour les présentations de l'enjeu de l'extrait, je vous ai mis déconstruction des systèmes de domination d'esclavage ou d'esclavagisme. L'auteur dresse un violent réquisitoire contre les colons. Le terme il est intéressant parce qu'il vous permet de réinvestir du vocabulaire littéraire. Et donc il présente aussi les grandes valeurs ou les droits inaliénables des humains qui sont d'ailleurs rappelés dans la DDHC. Là aussi c'est pas mal de rappeler l'enjeu on va dire un peu historique des textes et passer par la DDHC ça vous permet d'historiciser votre réflexion et de replacer votre texte dans le XVIIIe siècle. La problématique est la suivante. Je vous rappelle, là, je vous l'ai mis sous la forme d'une question directe. Le jour de l'oral, vous le faites sous la forme d'une question indirecte. Donc, en quoi peut-on dire, ou nous nous demanderons pourquoi, ce texte critique manifeste de l'esclavagisme devient surtout un véritable plaidoyer en faveur des libertés inaliénables de l'être humain. Je vous le remets sur l'étude linéaire, ici j'y arrive, ici. Hop, si vous allez mieux, si vous trouvez une problématique qui vous paraît plus pertinente, plus cohérente, rien ne vous empêche de le faire du tout. Vous pouvez sans aucun problème. Là, c'est une proposition que je vous fais. Ok, pour l'analyse maintenant en une grosse quinzaine de minutes. Vous séparez le texte en trois parties. Je vous rappelle que le jour de l'oral, vous lisez votre texte avant d'annoncer votre plan. Ici, c'est assez facile d'établir un plan linéaire. En fait, vous avez à chaque fois des conjonctions de coordination ici qui viennent commencer un paragraphe et qui viennent surtout en fait amener un nouvel argument pardon, des colons que la Berrinale va ensuite déconstruire. Donc vous avez une logique argumentative qui est toujours de présenter l'argument adverse pour ensuite le contredire et le déconstruire. Donc votre plan logiquement va suivre ce cheminement argumentatif. Première partie donc des lignes 1 à 10, la mise en accusation des colons. Donc le premier argument et la première réfutation. Deuxième partie des lignes 11 à 17. Donc, Messénègre était né esclave jusqu'à voici la leur, voici aussi la leur. Élargissement de la dénonciation pour une éveil des consciences, ou pour un éveil pardon, des consciences. Donc l'idée que l'abbé Raynal part de l'esclavagisme pour ensuite ouvrir son propos à davantage de critiques. Donc grand 2, élargissement de la dénonciation pour un éveil des consciences. Et troisième partie, du coup fin du texte, des lignes 18 à la fin, l'humain selon Raynal, quelle définition? Point d'interrogation. Vous allez voir qu'à la fin de l'extrait, il essaie de donner sa définition de l'être humain, à laquelle on adhère ou pas, c'est selon, mais en tout cas, il essaye une approche un peu plus humaniste de la définition des hommes. Voilà, donc grand 1, grand 2, grand 3. Je rentre dans l'analyse rapidement. Je vous rappelle que l'introduction, c'est en gros 1 minute 30. Vous avez la lecture du texte et la conclusion. Donc en fait, il vous reste 7 minutes d'analyse, donc ça va aller assez vite. S'il y a 3 parties, il faut compter environ 2 minutes, 2 minutes 15 d'analyse par partie de commentaires. Donc c'est pour ça que je vais aller assez vite et je vais vous donner que les éléments les plus importants parce que le texte est assez long. Première chose à constater dans l'analyse linéaire, donc dans le grand 1, c'est que votre paragraphe commence par un mais, c'est-à-dire une conjonction de coordination. C'est ce qu'on appelle aussi en grammaire un mais disruptif. Je vais vous le marquer ici au-dessus. C'est-à-dire un mais
enfin en tout cas une conjonction qui introduit une rupture dans le discours, qui introduit un contraste ou un contraire. Bon. Mais les nègres sont une espèce d'homme né pour l'esclavage. Donc ce mais, en fait, il viendrait contredire un argument qui aurait déjà été dit auparavant. Évidemment, ici, ce n'est pas la parole de l'abbé Raynal, mais la parole des colons qui viennent justement tenter de justifier l'esclavagisme. Les nègres sont une espèce d'homme né pour l'esclavage. Ils sont bornés, fourbes et méchants. Vous voyez qu'ici, vous avez le verbe d'état, être, qui est utilisé à 2 reprises. Ils sont une espèce d'homme, ils sont bornés. C'est-à-dire que par essence, par nature, c'est ce que veut dire le verbe être, hein, c'est l'essence d'une personne, par nature, ces hommes seraient nés pour l'esclavage. Bon, ce qui pose problème. Deuxième affirmation des colons, ils sont, on réutilise ici en répétition le verbe d'état être, bornés, fourbes et méchants. Vous avez un rythme ternaire structuré par des adjectifs péjoratifs qui viennent qualifier les esclaves. Comment on sait qu'on parle des esclaves, ou en tout cas des nègres? Je vous rappelle qu'à cette époque, les nègres équivalent, enfin l'emploi du terme nègre équivaut tout simplement à esclave, c'est pas forcément une personne noire à l'époque. Vous avez ici, comme on sait justement qu'on parle de ces nègres, vous avez le pronom sujet il au pluriel qui vient justement sous la forme d'une anaphore rappeler qu'il s'agit bien ici des nègres. Donc ils conviennent eux-mêmes de la supériorité de notre intelligence et reconnaissent presque la justice de notre empire. Ce qu'il faut relever ici en fait, c'est que vous avez donc des pronoms personnels sujets qui renvoient aux nègres, aux esclaves, et des pronoms personnels ou des déterminants ici possessifs de quatrième personne, c'est-à-dire nous ou notre, qui renvoient aux colons et donc aussi à l'abbé Raynal. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'abbé Raynal, c'est un Européen. Ce n'est pas un nègre ou quelqu'un qui appartiendrait au peuple autochtone. Donc vous avez déjà une antithèse, une césure qui se construit entre les colons qui colonisent, justement, asservissent les hommes, et évidemment les nègres qui sont eux-mêmes asservis. Et ici, donc, vous avez une reprise de l'abbé Raynal qui vient cette fois-ci déconstruire l'avis des colons et qui va essayer d'argumenter, qui va construire un système argumentatif, méthodique, structuré pour déconstruire au fur et à mesure les arguments. Comment fait-il pour déconstruire ces arguments? Et ça, il faut bien l'expliquer, c'est qu'il reprend exactement, si vous voyez bien, les mêmes mots que les colons. Il reprend l'adjectif borné, il reprend l'adjectif fourbe, ici, et il reprend enfin l'adjectif méchant. Je ne sais pas où il est, mais il est quelque part, ici. Et là aussi, il utilise à chaque fois les verbes d'état. Ils sont bornés, ils sont méchants, ils sont fourbes, pour bien montrer que leur essence n'est pas uniquement, ou n'est pas du tout même, le fait qu'ils soient bornés, etc., mais qu'ils sont autre chose. Et ce qui va être assez intelligent de la part de l'abbé Raynal, c'est qu'il va en fait mettre en accusation justement les colons. Vous avez ici une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Ils sont bornés parce que l'esclavage brise tous les ressorts de l'âme. Donc ne sont plus coupables les esclaves, mais bien les Européens, parce que c'est l'esclavage. Vous avez ici la position sujet qui brise, et le terme il est intéressant parce que c'est comme s'il cassait les ressorts de l'âme, je vais y arriver, et donc que les esclaves sont mis sous une dynamique de soumission de la part des Européens. Ils sont bornés, pas assez avec vous. Deuxième accusation, grâce à une juxtaposition ici par les 2 points. Ils sont fourbes, vous voyez, il reprend à chaque fois et il déconstruit. Parce que on ne doit pas la vérité à des tyrans. Et là aussi, vous avez une proposition subordonnée circonstancielle de cause, introduite par la conjonction parce que, et le sujet on, qui vous permet, en tout cas qui permet à l'abbé Raynal de porter une critique beaucoup plus collective, beaucoup plus universelle. Tous les hommes, chaque individu, ne doit pas de la vérité à des tyrans, sous-entendu parce que les tyrans exercent un pouvoir qui n'est pas un pouvoir légitime ou un pouvoir respectueux des droits humains. Et là, vous pouvez très rapidement faire une sorte d'écho au texte de La Boétie qu'on a étudié ensemble, qui lui aussi déjà, dès le XVIe siècle, critiquait le pouvoir tyrannique. Vous pouvez faire des liens entre les textes. On continue, et je vais un peu plus vite. Ils reconnaissent la supériorité de notre esprit parce que nous avons perpétué leur ignorance. Vous voyez qu'en fait, c'est un texte qui est construit de manière assez
identiques. Vous avez des sortes de parallélismes de construction, des structures qui sont reprises pour donner de la force au propos et pour que ce soit beaucoup plus didactique, c'est-à-dire beaucoup plus accessible pour les lecteurs et pour que nous on puisse comprendre les ressorts de l'argumentation de Raynal. Donc, ils reconnaissent la supériorité de notre esprit, on est toujours avec un déterminant possessif, notre, parce que nous avons perpétué leur existence, leur ignorance, pardon. Et encore une fois, vous avez toujours cette mise en accusation qui est rendue possible par les propositions subordonnées circonstancielles de cause. La justice de notre empire, parce que nous avons abusé de leur faiblesse. Même système syntaxique, même proposition subordonnée circonstancielle, même usage du pronom personnel sujet nous, qui vient encore une fois accuser les colons. Et vous avez des verbes d'action perpétués, abusés, qui viennent renforcer, briser, qui viennent renforcer, si vous voulez, l'action néfaste, condamnable des colons sur les esclaves. Et il va plus loin. Dans l'impossibilité de maintenir notre supériorité par la force, une criminelle politique s'est rejetée sur la ruse. Vous voyez qu'ici, il utilise même l'adjectif criminel avec le radical qui est celui du crime. Donc, il utilise un vocabulaire juridique pour démontrer que l'action des colons est une action qui relève du crime et donc qui est condamnable. Mais aussi que la force visiblement n'a pas suffi et donc il a fallu utiliser les systèmes de la ruse pour parvenir à leur fin. Donc c'est quand même une colonisation qui est préméditée, qui est étudiée, ou en tout cas qui est revendiquée de la part d'un État entier. Et là, pour la première fois, vous voyez qu'ils se désolidarisent des Européens, ou des colons en tout cas. On change de pronom. Vous êtes parvenus. Et donc là, vous avez une dénonciation, vous rattachez toujours à votre titre de parti. Hein. On va changer de couleur. Vous avez une dénonciation dans laquelle Raynal ne s'inclut plus. Ce n'est plus nous dont il est question, c'est vous. C'est-à-dire que là, il donne une critique qui est beaucoup plus acerbe. Vous êtes presque parvenu à leur persuader qu'ils étaient une espèce singulière, comme s'ils étaient différents de nous en fait, hein, nés pour l'abjection et la dépendance, pour le travail et le châtiment. Donc, dénonciation des colons. Vous êtes presque parvenus, avec un modalisateur ici, hein, presque, c'est-à-dire qu'ils n'y sont pas totalement arrivés, à leur persuader qu'ils étaient une espèce singulière. Le terme singulière, l'adjectif singulier, est important ici, parce qu'en fait, il vient marquer un contraste, dans le sens où il y aurait l'espèce singulière des esclaves et une autre espèce, peut-être supérieure, des colons. Donc il y aurait un rapport de domination, un rapport hiérarchique, ce qui évidemment est faux parce que tous sont des hommes. Nés pour l'abjection et la dépendance, pour le travail et le châtiment, parallélisme de construction que vous avez ici, avec à chaque fois deux groupes nominaux qui sont coordonnés l'un à l'autre par la conjonction, la conjonction de coordination et donc évidemment qui continue de donner une critique assez mécanique, on pourrait dire, de l'écrivain. Vous n'avez rien négligé pour dégrader ces malheureux et vous leur reprochez ensuite d'être vils. Vous avez un système ici de logique chronologique. Vous n'avez rien négligé, premier constat, dans le passé, avec une négation partielle. Pour dégrader, on retombe sur un verbe ici d'action avec briser, perpétuer, abuser, dégrader, qui construit un champ lexical en fait, hein, de la dégradation, de la soumission. Ces malheureux, vous avez ici une périphrase qui vient qualifier les esclaves et qui attire évidemment la pitié du lecteur, parce qu'ils sont malheureux, ce sont des pauvres gens, entre guillemets, et vous le reprochez ensuite. C'est pour ça que je parlais de chronologie, ou en tout cas de constat temporel. Dans un deuxième temps, vous leur reprochez d'être vils, ce qui montre aussi la méchanceté, en fait, hein, et la vilainie des colons. Voilà pour cette première partie. En résumé, on est bien dans la mise en accusation des colons par plusieurs procédés. On est d'accord. Deuxième partie, je vous ai dit un élargissement de la dénonciation et pour un éveil des consciences. J'ai réfléchi à combien j'en suis en même temps. Je pense que je suis déjà un peu dépassé dans le temps. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, deuxième partie ici. On repart avec un mets descriptif en anaphore ici. Mais ces nègres étaient nés esclaves. Toujours le verbe d'état être qui est utilisé. Et donc l'argument ici, c'est que les esclaves, les hommes et les femmes esclaves, le seraient de naissance. Réponse, réfutation numéro 2 de l'abbé Raynal. À qui barbare ferez-vous croire, on est toujours avec le pronom vous, hein, vous voyez qu'il n'a pas changé. À qui ferez-vous croire qu'un homme peut être la propriété d'un souverain,
un fils, la propriété d'un père, une femme, la propriété d'un mari, etc., etc. Donc vous avez ici une question directe. À qui? Avec le point d'interrogation ici. Donc vous avez une adresse directe au lecteur, mais surtout aussi aux colons et à celles et ceux qui tentent de légitimiser la traite négrière et puis la mise en esclavage. Le terme barbare est intéressant ici parce qu'il renvoie évidemment à un vocabulaire péjoratif et étymologiquement, le barbare vient du grec barbaros et c'est l'étranger. Le terme barbare étymologiquement veut dire étranger. C'est-à-dire que, selon la Bérinale, les colons restent étrangers parce qu'ils s'introduisent sur une terre qui n'est pas la leur. Ferez-vous croire qu'un homme, et donc là vous voyez qu'il va progressivement élargir sa critique et sa condamnation, qu'un homme peut être la propriété d'un souverain. Première chose, la référence explicite à l'esclavage, et vous savez qu'il y a un texte de loi au XVIIIe siècle, qui d'ailleurs remonte au XVIIe, qui s'appelle le Code noir, et qui justement explique que tout esclave est un objet, est un bien possédé par un souverain ou par un maître. Là, c'est une référence au Code noir qui sera aboli en 94 lorsque l'abolition de l'esclavage aura lieu. Mais aussi, deuxième critique, un fils, la propriété d'un père, c'est-à-dire que même dans la filiation, aucun rapport de domination ne peut être exercé. Et à chaque fois, vous voyez, une femme, la propriété d'un mari, on est presque sur une revendication féministe ici, et à chaque fois, vous avez des parallélismes de construction avec un groupe nominal juxtaposé à un autre. Et à chaque fois, le terme propriété qui revient ici, 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 etc. Un domestique, la propriété d'un maître. Quatrième chose, un esclave, la propriété d'un colon. Donc vous avez ici quatre critiques en fait qui sont à peu près rédigées de la même manière. Donc un homme, la propriété d'un souverain, c'est-à-dire que vous avez un rapport au pouvoir. Un fils, la propriété d'un père, une réflexion au niveau de la filiation. La femme d'un mari, là une réflexion plutôt féministe. Domestique, maître et esclave, colon, qui sont ici en fait une critique ni plus ni moins de l'esclavagisme. Ces questions, évidemment, elles sont rhétoriques, c'est-à-dire que normalement, aucun homme ne peut être, ou aucune femme d'ailleurs, ne peut être inférieur à un autre. Et donc, pour renforcer sa critique, il qualifie ici le colon, ou en tout cas l'être humain, par une périphrase, être superbe et dédaigneux. Vous avez une antithèse, c'est-à-dire que l'humain peut être à la fois superbe, très beau, mais aussi dédaigneux, c'est-à-dire mauvais, dangereux. Et donc il s'adresse à lui, être superbe dédaigneux, qui méconnaît tes frères. Et vous voyez aussi qu'ici on a un changement, parce qu'il y a l'usage d'un pronom, d'un déterminant possessif de deuxième personne, c'est-à-dire qu'il passe du vouvoiement au tutoiement. Il tutoie les colons pour, si vous voulez, se rapprocher d'eux, comme de gauche le fait avec les hommes, pour que son argumentation soit, si vous voulez, plus efficace et plus audible. Bon, j'avance beaucoup plus vite. Même chose, nouvelle question, ne verrais-tu jamais que ce mépris rejaillisse sur toi? Question directe qui permet la remise en cause, ici, des colons. Et puis toujours ce toi qui lui permet de s'adresser à eux directement. Ah, si tu veux que ton orgueil soit noble et assez d'élévation pour le placer dans tes rapports nécessaires avec ces malheureux que tu avilis, vous voyez qu'il réutilise ici une périphrase. On est toujours dans un registre pathétique qui vient placer les esclaves en position de faiblesse. Mais les colons sont bien les responsables. Vous avez le sujet tu, marque du sujet, c'est bien le colon qui avilie et donc qui réduit en esclavage. Ils n'ont aucune excuse et s'ils veulent être nobles, il faut qu'ils entretiennent des rapports d'égalité avec les esclaves. Un père commun, une âme immortelle, une félicité future, voilà ta véritable gloire, voici aussi la leur. Rythme ternaire, un père commun, une âme immortelle, une félicité future. Vous voyez qu'ici on est déjà dans une transition avec le paragraphe suivant. Un père commun, tout simplement Dieu, c'est une périphrase qui renvoie à Dieu. Une âme immortelle, la vie après la mort. Une félicité future, le bonheur qui arrivera certainement aussi après la mort. Donc progressivement, le texte se charge d'un sous-texte religieux, on va dire. Et donc il conclut son paragraphe par voilà ta véritable gloire, voici aussi la leur. Vous avez ici deux structures qui sont écrites en parallélisme de construction et introduites par des présentatifs. Voilà, voici, ce qui permet de rapprocher l'humain, le colon, et l'humain, l'esclave, et montrer qu'en fait ils ont le même but, qu'ils finiront au même endroit et qu'ils sont égaux, en tout cas face à Dieu. D'où leur véritable gloire qui est en fait une gloire commune. Vous n'oubliez pas de faire la transition que moi je passe pour aller plus vite. Et ensuite,
Dernière partie, grand 3, l'humain selon Raynal, pour quelle définition ou tentative de définition? Il reprend un dernier argument ici des colons, un peu plus long, mais l'esclave a voulu se vendre. On partirait donc du principe que c'est le processus de mise en soumission est volontaire, en fait, et même presque demandé par l'esclave. S'il appartient à lui-même, il a le droit de disposer de lui. S'il est le maître de sa vie, pourquoi ne se leur il pas de sa liberté? Vous avez ici, vous voyez, des structures qui, encore une fois, sont similaires, sont construites de la même manière et qui marquent une hypothèse. S'il appartient à lui-même, etc. S'il est le maître de sa vie, etc. Et donc, vous avez une question ici, encore une fois, directe, qui permet directement de s'adresser au spectateur, ou en tout cas au lecteur. Bon, les deux lignes ici, je les commande pas pour gagner du temps, mais c'est à peu près la même idée, c'est-à-dire que c'est l'esclave qui est propre, qui est maître de sa propre vie, de sa propre liberté, et que s'il a envie de la vendre, il peut le faire. Réponse de Raynal, l'homme n'a pas le droit de se vendre. Vous avez ici une négation totale. Ici c'est un argument qui, si vous voulez, est fixé dans le marbre. C'est une phrase courte, en tout cas une première partie, une première proposition plutôt courte, lapidaire, avec une négation totale et un présent ici d'énonciation. Il n'a pas le droit de se vendre. Le constat pour Raynal est sans appel. À nouveau, vous retombez comme au début du texte sur une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Non, je ne vais pas faire ça. Parce qu'il n'a pas celui d'accéder à tout ce qu'un maître injuste, violent et dépravé pourrait exiger de lui. Pour lui, pour l'abbé Raynal, la vente de l'esclave le met en danger. Si un esclave se vend, il se met en danger. Pourquoi? Parce que son maître peut être injuste, violent et dépravé. Là aussi, trois adjectifs péjoratifs qui viennent qualifier la violence ou la soumission que peut exercer un maître sur son esclave. Vous avez un conditionnel, hein, pourrait exiger de lui, mais on sait que, historiquement, ces scènes de domination ont eu lieu. Il appartient à son premier maître, Dieu, dont il n'est jamais affranchi. Là, donc, vous avez, si vous voulez, l'aspect plutôt, en tout cas, un sous-texte religieux qui est mis en place par Raynal. Bon, il est abbé, donc pas de surprise. Pour lui, les hommes sont égaux, notamment parce qu'ils ont un maître commun. Il parlait plutôt dans le texte de père commun, qui est tout simplement Dieu. Donc selon Raynal, en fait, l'égalité des hommes est surtout une égalité qui est rendue possible, en tout cas qui est exigeable ou exigée, parce que seul Dieu a un droit de propriété, entre guillemets, sur les hommes. Et donc, celui qui se vend, en fait, si vous voulez, les hommes ne peuvent pas se vendre entre eux, parce que s'ils le font, vous avez une expression qui est très importante ici, il fait que son acquéreur un pacte illusoire, c'est-à-dire qu'il se trompe, qui crée de l'illusion, car il perdrait la valeur de lui-même, et c'est-à-dire que chaque homme est libre de sa propre valeur, que chaque homme ne peut pas être soumis à un autre, parce que vous avez un principe d'égalité qui est un principe ontologique, naturel, qui ne peut pas être soit enlevé, soit proposé par un autre humain. Voilà pour ce texte. J'espère que ça a été. Je suis allé un petit peu vite, mais vous avez tous les éléments nécessaires. Évidemment, vous prenez ce qui vous est utile. Pas besoin de tout dire. Une fois que vous avez compris la logique argumentative du texte, vous pouvez tout simplement réutiliser 3, 4, 5 procédés par partie. Vous vous entraînez. Si vous tenez 10 minutes, ça suffit. En conclusion, vous reprenez votre plan, vous rappelez les différents éléments que vous avez démontrés et que vous avez analysés. En guise d'ouverture, deux possibilités. Pour celles et ceux qui connaissent Candide de Voltaire, vous pouvez ouvrir sur le chapitre 19. Donc Candide de Voltaire, chapitre 19. Vous pouvez le lire rapidement, il est en ligne sur Internet. C'est le chapitre qui s'intitule Le nègre du Suriname, et donc où Voltaire va lui aussi critiquer de manière assez véhémente, et grâce à l'ironie surtout, le système d'esclavagisme au XVIIIe siècle. Vous pouvez sinon ouvrir à l'étude linéaire numéro 10, ce sera la dernière qu'on fera sur la séquence qui est ici, qui est le texte de De Gouges, et vous verrez qu'à la fin, on l'étudiera ensemble de toute façon, elle aussi, déjà, dans la DDFC, critique l'esclavagisme. Donc vous pouvez, comme vous voulez, soit ouvrir sur De Gouges, soit ouvrir sur Voltaire. Voilà pour ce texte et je reste à disposition si bien sûr il y a des questions.